Nous avons donc atteint ici une limite qui marque le début de l'expansion, le Big Bang, et c'est le mur de Planck. Et oui, Grishka, cette limite est très petite, mais ce n'est pas le zéro. En fait, il s'agit de la plus petite distance possible entre deux points de l'univers. Cette longueur ultime, donc, on l'appelle la longueur de Planck. Je l'ai déjà prononcé tout à l'heure, du nom du prix Nobel de physique Max Planck, qu'il a découverte en 1900. Eh bien, elle mesure 10 puissance moins 33 cm. Et aujourd'hui, tous les physiciens sont d'accord. Et c'est là que commence le Big Bang. On l'appelle aussi donc mur de Planck. Pourquoi un mur? Nous allons le voir tout à l'heure. Il marque la frontière de notre monde physique. Imaginons que nous puissions nous promener sur ce mur. Qu'est-ce que nous verrions alors? Quel paysage étonnant découvririons-nous? Pour le savoir, regardez. Nous voici au pied du mur de Planck. Notre univers tout entier mesure seulement 10 puissance moins 33 cm. Pour donner une idée de la petitesse de cette longueur, prenons un grain de poussière. Il est des milliards de fois plus gros que le noyau d'un atome d'hydrogène. Eh bien, le mur de Planck est lui-même des milliards de fois plus petit que notre noyau d'hydrogène. Et c'est là l'incroyable. La maison que vous occupez, la ville dans laquelle vous vivez, votre pays, la Terre tout entière, le Soleil, toutes les planètes, toutes les étoiles et galaxies de l'univers, tout cela se trouve tassé, compressé, comprimé dans cette sphère des milliards de fois plus petite qu'un atome. Et pourtant, elle ne pèse presque plus rien. Son poids, à peine 20 microgrammes, celui d'une bulle de savon. Pourquoi? Parce que sa masse, selon la théorie de la relativité, est presque entièrement convertie en énergie. Une énergie tellement colossale qu'elle n'a plus de sens, c'est celle de l'univers tout entier. Et puis il y a la chaleur. 10 puissance 32 degrés, une température terrifiante, des milliards de fois plus élevée que le cœur de notre Soleil. Imaginons à présent que nous puissions explorer ce paysage au temps de Planck. Que verrions-nous alors? Tout d'abord, il n'y a plus rien de solide. Mais l'univers, lui, a déjà une forme. Il ressemble à une sorte de membrane sphérique à 3 dimensions, un peu comme un ballon dont l'enveloppe en perpétuel mouvement aurait une épaisseur. Or, à mesure que l'on s'approche, on voit que la surface de cette sphère est comme un océan d'énergie. Selon la plus importante des théories physiques actuelles, dans les profondeurs de cet océan, une infinité de cordes vibrent de part en part comme des cordes de piano. Bien entendu, il n'y a plus de haut ou de bas, plus de gauche, de droite. Des filaments de toute taille apparaissent, se croisent et disparaissent. Les mesures sont devenues impossibles. Le litre, le mètre ou la seconde, tout cela n'existe plus. Le temps ralentit, s'arrête, reprend, part à l'envers, saute d'une année à l'autre, perd un siècle en une seconde. Dans la vie de tous les jours, pour prendre rendez-vous avec quelqu'un, vous êtes obligé d'indiquer un lieu. Ce sont les 3 signes de l'espace, la longueur, la hauteur, la largeur. Mais il vous faut également indiquer un horaire, c'est le temps. Or si chez nous, cette métrique est fixe, il en va tout autrement à l'échelle de Planck où elle se déforme. En imaginant qu'une maison soit construite dans le monde de Planck, elle se modifierait à chaque instant. De 10 000 mètres de haut, elle passe brutalement à 3 cm, et puis la porte d'entrée, qui était à peine à 1 mètre, se retrouve tout à coup à 100 000 km de vous. Enfin, si le salon est à votre époque, la chambre à coucher, elle, pourra se trouver 1000 ans dans le passé ou dans l'avenir. Eh bien, vous venez de le découvrir à l'échelle de Planck, l'univers n'est plus soumis du tout aux règles qui le gouvernent aujourd'hui et ici dans la vie de tous les jours. En somme, il existe une limite, au-delà de laquelle la physique, celle que vous connaissez, cette physique ordinaire, elle s'arrête. Et c'est cela, le mur de Planck. Le temps, qui dans notre monde est bien réel, pourrait bien à l'échelle de Planck devenir complexe, comme le disent les mathématiciens. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Nous voici à présent avant le Big Bang. Et là où nous nous trouvons maintenant, le temps n'existe pas encore sous la forme que nous connaissons. Il est mélangé avec ce qu'on appelle en physique le temps imaginaire. De quoi s'agit-il? Vous savez tous qu'un sablier mesure le temps. Le sable qui s'écoule, du haut vers le bas, c'est le temps qui passe. En haut du sablier, c'est le passé. Au milieu, c'est le présent. Et en bas, l'avenir. La quantité de sable au bas du sablier permet de mesurer ce qu'on appelle le temps réel. Maintenant, faisons pivoter notre sablier à angle droit, jusqu'à l'horizontale. Le sable cesse bien entendu de s'écouler. Cela veut dire qu'on ne peut plus mesurer l'écoulement du temps. Passé, présent et à venir sont sur le même plan, totalement indistincts. La seule chose que l'on puisse encore mesurer,
c'est la distance qui sépare les grains de sable les uns des autres, c'est-à-dire de l'espace. C'est cela, le temps imaginaire. Le premier à avoir dit « Le temps imaginaire, c'est comme de l'espace », c'est le grand mathématicien Henri Poincaré, vers les années 1900. Mais allons plus loin. Ce mélange entre le temps réel et le temps imaginaire, qui existait au moment du Big Bang, c'est ce qu'on appelle du temps complexe, une oscillation aléatoire et imprévisible entre les deux formes du temps. Faisons donc un instant le point à cette notion de temps complexe, qui mélange le temps réel et le temps imaginaire. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse que nous suggérons ce soir, parmi d'autres. Bien entendu, Grishka, il existe d'autres hypothèses, d'autres approches qui tentent de décrire l'espace-temps au moment du Big Bang, et même avant.